Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webinaire avec la société PrediLife. Alors, comment les algorithmes et plus globalement l'intelligence artificielle permettent de détecter les maladies graves, notamment le cancer du sein, mais encore beaucoup d'autres maladies. Bien, c'est ce que nous allons voir avec Stéphane Ragusa, donc le fondateur, président de PrediLife. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci pour votre présence. Alors, l'objectif de ce webinaire, les objectifs, c'est de bien comprendre votre activité, ce que vous faites, ce que fait PrediLife, la proposition de valeur. Je rappelle que vous êtes coté depuis 2018 sur Euronext Growth. Deuxièmement, vous nous expliquerez où vous en êtes dans votre développement, quel est le potentiel de développement de PrediLife. Et en troisièmement, on abordera les éléments un peu plus financiers, votre trajectoire financière, les évolutions récentes de votre cours de bourse. On abordera aussi des éléments sur l'émission obligataire qui avait été faite il y a un an. On avait fait un webinaire ensemble sur des émissions converties, donc on pourra peut-être faire un petit point sur ce sujet-là. Et puis bien sûr, toutes les questions des participants. Voilà, donc vous pouvez les mettre par écrit, je les vois apparaître et je les poserai à Stéphane Ragusa en cours de webinaire ou à la fin. Voilà, donc pour commencer, Stéphane, je vous propose de nous représenter PrediLife de manière générale. Alors, PrediLife propose de prédire pour chacun les principaux risques de maladie, les principaux risques de cancer, d'infarctus, à partir de données de génétique, de mode de vie. Donc, on pose quelques questions sur les antécédents familiaux, le tabac, la nutrition. On recueille un échantillon de salive à partir d'un petit kit qui est envoyé et qui permet de mesurer plusieurs centaines de gènes. À partir de ça, on a une probabilité de risque des principales maladies, une trajectoire qui se dessine pour chacun. Et si on anticipe tôt la trajectoire, on peut faire des examens de radiologie, mammographie, échographie, IRM, scanner, etc., pour identifier les maladies plus tôt et donc les traiter de manière évidemment beaucoup plus efficace. Prévenir vaut mieux que guérir, et comme ça, on estime qu'on peut diminuer le nombre de maladies graves, mortelles, à peu près de 20 à 30% selon les pathologies. Parce que chaque fois qu'on identifie un cancer petit, on peut l'enlever avec une exérèse locale, un chirurgien fait ça dans la journée, et donc la gravité de la maladie n'est pas du tout la même que pour un cancer métastatique. Voilà, donc anticiper, c'est valable en matière financière, c'est valable en matière de santé. D'accord, donc j'imagine que pour ça, vous brassez beaucoup de données et beaucoup d'algorithmes. Donc comment vous faites pour récupérer les données, comment se structure en fait l'offre? Oui, alors sur les données, pour prédire le futur, on part de bases de données issues du passé, des historiques. Et si je veux prédire le risque d'un homme de 50 ans, je vais regarder dans une base de données des hommes de 50 ans qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques, qui fumaient, qui avaient à peu près le même type de cholestérol, etc. Et puis je regarde 10 ans plus tard ce qui leur est advenu. Et donc comme ça, je prends 1000 voisins au sens comportemental, au sens des paramètres de santé, et je regarde sur 1000, s'il y en a combien ont fait un infarctus au bout de 10 ans. Il y en a 50 qui ont fait un infarctus, je dis le risque c'est 50 divisé par 1000, donc c'est 5%. Comme ça, donc on peut, à partir de ces bases de données, on peut prédire le futur de chacun. Alors la difficulté, c'est l'accès à ces bases, ce qu'on appelle des cohortes prospectives. C'est des personnes saines, des milliers de personnes saines, suivies pendant des années. Et pour suivre des individus qui ne sont pas malades, qui se promènent dans la nature, il faut beaucoup d'agréments. Et pour avoir tous ces agréments, CNIL et puis autres, il faut être respectable. Et en fait, les seuls qui ont la capacité scientifique, mais surtout juridique, à constituer ces cohortes prospectives, c'est des institutions académiques. Donc en France, c'est l'INSERM. À l'étranger, ça va être des universités comme Harvard, qui est spécialisée dans l'infarctus, ou Cambridge. Donc le problème, c'est d'accéder à des bases de données académiques, et on a pu le faire, nous, parce que quand la société a été créée, quand je l'ai créée il y a 20 ans, j'étais justement maître de conférence à l'université, donc j'avais accès à ces bases de données. Donc la difficulté, elle est là, accéder à ces bases de données du passé, du corps prospectif, pour prédire le futur. Et dès lors qu'on y a accès, on fait tourner des méthodes de data mining, d'intelligence artificielle, de statistiques, beaucoup de méthodes sont possibles, mais le point clé, la barrière en entrée, c'est pas les méthodes, c'est les données. D'accord, peut-être que vous pouvez donner déjà quelques premiers chiffres de prédictabilité. Est-ce que dans quel cas, je ne sais pas si c'est facile à communiquer, des cas où
il y a 60% de chance, 80% de chance, 90% de chance. Je ne sais pas si on peut raisonner un peu comme ça sur certaines configurations. Est-ce que vous arrivez à structurer quelque chose d'assez clair pour que le client se dise, voilà, si j'utilise Predilife, voilà ce qui pourra m'advenir. Oui, alors les chiffres sur le lien entre facteurs de risque et puis prédiction de risque de maladie sont très connus en matière de cancer du poumon. Ça veut dire que si vous fumez pas, vous avez quand même beaucoup moins de chances de faire un cancer du poumon. Tout le monde sait ça aujourd'hui. En pratique, vous avez 1/10 des cancers du poumon qui surviennent chez des non-fumeurs. Donc, le fait de fumer, ça augmente très fortement le risque. Mais enfin, effectivement, c'est pas un système totalement déterministe, puisqu'il y a des gens qui ne fument pas, il y a des gens qui roulent pas vite sur la route et qui ont des accidents de voiture. Donc, aujourd'hui, on arrive à prédire les maladies un petit peu moins bien que le cancer du poumon, qui est la maladie que l'on prédit le mieux parce qu'on connaît extrêmement bien les facteurs de risque. La seconde maladie que l'on prédit bien, c'est l'infarctus. Ça a donné des tests de cholestérol qui sont généralisés aujourd'hui et tout le monde a fait des tests de cholestérol passés 30 ans, 40 ans. Dès qu'on fait un crédit immobilier, on fait un test de cholestérol. Donc tout le monde comprend bien qu'avec le tabac, on prédit le cancer du poumon. Avec le cholestérol, la tension, le fait de fumer, de mal manger, etc., on prédit l'infarctus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les principaux cancers, du sein, de la prostate, du côlon, du mélanome, etc., on arrive à les prédire à peu près comme l'infarctus, donc un petit peu moins bien que le cancer du poumon, mais on les prédit aussi bien que l'infarctus dès lors que l'on intègre la génétique, qui est la base innée, et quand on rajoute la partie acquise, l'environnement, donc le tabac, la nutrition, le mode de vie, etc., on arrive à prédire à peu près toutes les maladies avec la même efficacité. Et après, l'objectif, c'est de faire une prévention personnalisée. Chacun sait que ça marche pour l'infarctus. Sinon, si vous avez du cholestérol, on vous donne des hypocholestérémiants. Et donc, comme ça, on diminue le risque par à peu près 2, quand on contrôle, comme on dit, le cholestérol et la tension. Bon, il faut savoir que pour les cancers, c'est pareil. Ça veut dire, si on sait que vous êtes à risque, on fait plus d'examens, on n'a pas des traitements préventifs qui baissent le risque, mais on va mettre des traitements diagnostiques qui vont pouvoir être efficaces pour identifier les maladies plus tôt et donc avoir un impact aussi sur les maladies graves à peu près du même ordre. D'accord. Vous avez évoqué le côté génétique. Sur le côté génétique, c'est quoi? C'est que vous récupérez l'ADN notamment? On récupère la salive à partir d'un échantillon de salive. On pourrait le faire avec un cheveu, etc. Aujourd'hui, tout le monde entend parler de ça au travers des enquêtes de criminologie. Donc à partir d'un tout petit bout de corps humain, quel que soit le tissu, on a tout l'ADN d'un individu, puisque c'est le même génotype qui s'exprime dans les cheveux, la salive, le muscle, etc. Donc à partir de ça, on récupère cette échantillon de salive qui est prélevé par la personne à la maison. Ça part dans un laboratoire, Eurofins pour nous, on récupère 700 000 lignes, en fait, on analyse 700 000 points du génome sur les 3 milliards qui existent, on en retient à peu près 1 millier, et avec ce millier de points, on arrive à avoir le risque génétique pour les différentes maladies. Donc c'est un risque qui va tourner autour de 1, et en gros qui va se promener entre 0,3 et 3. Ça veut dire que 0,3 c'est 3 fois moins que la population moyenne, et puis 3. Donc on va avoir à peu près ce niveau de modularité avec une variation d'un facteur de 1 à 10 entre le décime du bas, la population, les 10% de gens les moins à risque et les 10% de gens les plus à risque. Donc tout n'est pas dans la génétique, mais quand même on est assez inégaux au point de vue de l'hérédité et ça se retranscrit en matière de santé. D'accord, donc vous avez des tests sur des maladies ciblées comme le cancer du sein, puis aussi des tests plus généraux aussi qui couvrent plusieurs pathologies, hein, c'est ça? Si on arrive un peu sur votre offre, comment vous structurez un peu votre offre et comment vous l'adressez et à quel type de clients en fait? C'est des clients particuliers, des entreprises, des mutuelles? Oui, alors sur l'offre avant la distribution, on a 2 offres en gros, une offre cancer du sein et une offre principale maladie. Les principales maladies, donc c'est cancer du sein, de la prostate, côlon, poumon, mélanome, infarctus. On ne prédit pas tous les petits cancers. On ne prédit pas par exemple le cancer de l'endomètre, le cancer du pancréas, parce qu'il n'est pas efficace au plan médico-économique de faire des examens de radiologie pour des maladies peu fréquentes. On a regardé pour le cancer du pancréas, par exemple, il fallait faire 300 IRM pour identifier un seul cas de pancréas. Donc c'est pas intéressant. Donc on prédit que les maladies les plus prévalentes. Donc voilà, les 5 cancers que j'ai évoqués, plus l'infarctus. Mais on pourrait aussi prédire les autres. Donc on a ces 2 offres, cancer du sein et puis toute maladie. Le cancer du sein seul, parce que c'est une maladie emblématique,
Et comme on vend beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de malades jeunes, en fait, en âge d'être salariés, alors que quand vous prenez le cancer de la prostate, il ne touche pas les hommes salariés. C'est rarissime. Il va toucher les hommes à peu près à 80 ans, alors que vous avez beaucoup de cancer du sein chez les femmes jeunes, donc qui ont 40, 50 ans. Donc on a une offre sein et une offre multipathologie. Il y a 2 canaux de distribution, soit au travers d'hôpitaux, avec un patient donc, qui est présent à côté du médecin, avec un test qui est prescrit à ce moment-là. Mais aujourd'hui, comme c'est pas remboursé, en fait, et ça sera remboursé dans quelques années, j'y reviendrai probablement tout à l'heure, comme c'est pas remboursé, la diffusion au travers de ce canal, hôpitaux, cliniques, médecins, elle est très faible aujourd'hui. Elle est restreinte à des centres où les patients ont les moyens de payer, donc c'est des centres de check-up de la région parisienne essentiellement. Et on a une autre offre qui est distribuée avec un médecin en visio. Donc là, c'est pour les salariés d'entreprise, et donc c'est payé par les DRH. Et là, c'est le même process, sauf que le médecin est à distance, et donc il prescrit le test, et le kit salivaire est envoyé à la maison, et le résultat est fourni à peu près un mois plus tard, où là, le médecin en visio donne les risques du salarié, et uniquement au salarié, c'est pas communiqué à la DRH, avec un protocole de prévention personnalisé. D'accord. Alors juste pour se faire une idée du prix du test, ou des différents tests que vous pouvez avoir pour savoir si un particulier peut l'acheter lui-même, ou est-ce que l'hôpital peut le financer, la mutuelle le rembourse. C'est quoi un prix à peu près moyen? Alors c'est entre 200 et 500 euros. Donc c'est 200 euros quand c'est le médecin qui le prescrit, donc on n'a pas à notre charge le coût médical, on a juste le test. Ça va être 500 euros dans le cadre d'un bilan multipathologie prescrit par un DRH pour des salariés d'une entreprise. Là, on paye le médecin. Voilà, donc vous recevez donc le test salivaire. Vous, après, vous avez Eurofins, c'est ça, vous avez cité Eurofins tout à l'heure qui va l'analyser. Et après, toutes les données rentrent dans vos algorithmes, et c'est là où la valeur ajoutée, c'est que vous en sortez quelque chose qui permet de mettre des coefficients de probabilité, de prédire des choses, de pouvoir mettre des scénarios. Exactement, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Alors peut-être juste une question sur la concurrence. Peut-être, est-ce que vous êtes à peu près les seuls à faire ça, ou est-ce que j'imagine qu'il y a sur l'intelligence artificielle, sur la médecine, etc. Qui sont vos principaux concurrents? Comment ça se passe? Où est-ce que vous en êtes par rapport à la concurrence? Aujourd'hui, en Europe, on est les seuls. Il est très difficile d'accéder à ces bases de données. Chacun peut le vérifier. Il suffit d'aller chez un médecin, lui demander est-ce que je suis à risque de telle et telle maladie. Bon, ce que va faire le médecin, c'est qu'il va dire qu'est-ce qu'ont eu vos grands-parents, et puis il va faire une évaluation comme ça, à vue de nez. Alors forcément assez imprécise. Et puis, une fois qu'il aura interrogé votre histoire familiale, savoir ce que vos grands-parents ont eu, il aura une petite idée de la partie innée, mais pas complète, évidemment beaucoup moins précise que ce qu'on peut avoir avec un test génétique. Donc aujourd'hui, on est les premiers à faire ça en Europe. Aux États-Unis, toujours un petit peu d'avance, il y a des gens qui ont des offres embryonnaires, mais en fait, c'est pas si répandu que ça, parce que les grands acteurs de l'intelligence artificielle, Google, etc., n'ont pas accès à ces bases de données académiques. Il faut voir qu'il y a peu de bases de données. Ils ont appris, ils ont fait apprendre leurs algorithmes sur des données publiques. On leur reproche beaucoup d'avoir accédé aux articles de journalistes, etc. Et donc, ils ont un peu piraté ces données pour avoir des outils d'IA qui fonctionnent. En matière de santé, c'est pas possible. Vous n'avez pas de base de données comme ça accessible, comme vous avez des articles de journaux accessibles. Les bases de données étant dans le système académique, les chercheurs n'ont pas envie, pas le droit aussi, de travailler avec des entreprises privées, a fortiori des grands noms comme ça. Faut savoir que les chercheurs sont extrêmement sensibles à une idéologie faite d'intérêt général et travaillent assez peu avec ces entreprises du privé qui sont souvent vues comme le grand Satan. Donc nous, on a eu accès à ces bases de données parce qu'on était un peu de la maison, plan historique. Et puis, si un chercheur de l'INSERM ou d'une université américaine contracte avec PrediLife, c'est un non-événement. S'il contracte avec Microsoft, c'est Léo Cri. Voilà. Donc finalement, on a l'atout. Alors le fait d'être petit, d'être de la maison, on est, à ma connaissance, les seuls à avoir eu accès, en tant qu'entreprise, à ces bases de données qui sont aujourd'hui réservées à des gens du public. D'accord. Donc si on revient sur votre offre, donc elle s'adresse
en premier lieu aux entreprises, c'est ça? Oui. Donc vous avez, comment, voilà, expliquez-nous un peu votre démarche commerciale, le package commercial, comment vous faites, quelle équipe et quels partenaires, les principaux clients. Dites-nous un peu plus sur ce qui est fait aujourd'hui en termes de commercial. Alors, la démarche commerciale, elle s'adresse aux DRH qui peuvent souhaiter améliorer la santé de leurs collaborateurs pour avoir moins d'arrêts de travail, parce que les arrêts de travail, ça coûte cher, notamment en termes de désorganisation de l'effectif salarié. Quand vous avez une femme qui fait un cancer du sein à 50 ans ou un homme qui fait un infarctus, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec un mail, avec un arrêt de travail. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer, 2 mois, puis après c'est prolongé, etc. Donc, c'est une désorganisation des équipes qui est assez terrible. Outre le coût direct, parce qu'il faut payer les gens. La Sécu, on paye une partie, mais enfin, il y a des complémentaires de salaire, etc. Il faut payer les gens. Et puis surtout, on ne les remplace pas. Moi, je suis employeur. Si j'ai quelqu'un qui tombe malade, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et en pratique, ils ne sont pas remplacés. Et donc, c'est très embêtant pour une entreprise. Donc, les DRH ont intérêt, effectivement, à s'occuper de leurs salariés et à baisser, si c'est possible, la sinistralité et à éviter ces maladies qu'on peut, encore une fois, éviter pour partie. Il y a un intérêt donc objectif, financier, il y a un intérêt aussi subjectif. Il peut y avoir un attachement sincère des responsables pour leurs salariés. Ils peuvent être touchés par la maladie, donc voilà. Ils peuvent aussi vouloir améliorer la marque employeur, la fidélisation, et les salariés sont ravis d'avoir fait ces tests. Ça crée un attachement à l'entreprise. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver sur le marché, et les enquêtes montrent qu'aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qui intéresse plus les salariés, un bilan de santé, que des tickets restaurants, des choses comme ça. Voilà, je pense que ça va se généraliser. Maintenant, comment on démarche ces prospects? Il y a 2 canaux, soit en direct avec des commerciaux, soit en indirect via des courtiers. Donc en direct, c'est facile, enfin, en théorie, parce qu'après il faut quand même le faire en pratique. Donc on appelle les DRH, on envoie des mails, etc. Donc aujourd'hui on a signé avec des grosses sociétés comme TF1, Allianz, Société Générale, etc. Et puis en indirect, via les courtiers qui souvent ont le contact avec les clients. Et donc là, on a des partenariats avec les plus grands courtiers, donc Diosasi qui est le premier courtier français, Mercer qui est le premier courtier au monde, et eux peuvent diffuser notre offre. D'accord. Alors juste pour bien comprendre, Predilife, vous êtes combien de salariés entre les personnes qui s'occupent de la recherche et développement, les commerciaux, peut-être vous avez des... 24. 24. 24. Donc on a 4 médecins qui sont à peu près à mi-temps chez nous et à mi-temps en cabinet. On a 6 ou 7 informaticiens et développeurs parce qu'il faut que les interfaces soient user-friendly, comme on dit. On est quand même dans l'IA aussi. On a des personnes qui s'occupent du juridique. C'est un domaine qui est extrêmement réglementé en termes de dispositifs médicaux, etc. On a des personnes de marketing pour sensibiliser nos cibles et puis des commerciaux. Voilà. Avec ça, 24 personnes. Bon, maintenant qu'on a une vision un peu globale de tout ce que vous faites, est-ce que vous avez des points d'actualité ou des étapes de développement particuliers sur 2024, par exemple, sur lesquels vous souhaitez insister? Oui, c'est le démarrage de la diffusion de l'offre auprès de grands groupes. C'est-à-dire qu'on a eu des tests qui ont été faits jusque-là. C'est une offre qu'on a lancée auprès d'entreprises il y a à peu près 2 ans et demi. Donc, des grosses sociétés, celles que j'évoquais, ont fait des tests sur quelques dizaines de personnes. Là, on commence à avoir en discussion des signatures pour des groupes entiers, et pas seulement pour les personnes du siège, etc. Donc, ce que l'on attend dans les mois qui viennent, c'est des signatures avec de grands acteurs qui le prendraient pour l'ensemble de leurs salariés. Ce qui change quand même les volumes. Quand vous avez effectivement un grand groupe qui le prend pour les salariés du siège en test, ça fait 50 personnes, et puis sinon, ça fait 5000. Bien sûr. Alors aujourd'hui, combien justement? Aujourd'hui, si on commence à aborder un peu le côté un peu chiffre ou trajectoire financière, déjà sur votre chiffre d'affaires, sur le nombre de tests vendus en 2023, en 2024, combien de clients différents? Est-ce que vous avez déjà quelques éléments? Oui, alors en termes de nombre de tests, il y a 2 volets. Il y a ce qu'on vend aux entreprises, donc ça a été à peu près 1 millier de tests qui ont été vendus l'an dernier. Donc c'est des petits lots, encore une fois, c'est 30 à 50 par entreprise, donc on a à peu près une trentaine de clients, des grands groupes que je vous évoquais, Bouygues, etc. Et puis des petites sociétés qui peuvent le prendre pour 20 personnes, et dans des secteurs très variés.
Ça va du luxe au bâtiment, la banque, la distribution. Marionneau, par exemple, l'agroalimentaire, Lactalis, etc. Donc, on a vendu à peu près 1 millier de bilans l'an dernier. Et puis, on a passé au travers de l'étude clinique MyPeps sur le cancer du sein au niveau européen, on a passé 25 000 femmes au total. Donc, au global, on a un petit peu moins de 30 000 personnes qui ont bénéficié, en tout cas je l'espère, de prédiction de risque et de protocoles personnalisés. 30 000 personnes, voilà. En termes de chiffre d'affaires, là, c'est le démarrage. Donc, ce qui a été fait au plan académique et études cliniques, ça ne génère pas de chiffre d'affaires, pas de manière significative. Et donc, au plan privé, 1 millier de bilans en test, ça a généré à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près 300 euros par personne. Donc, tant qu'on n'a pas signé avec un grand groupe pour des volumes importants, on reste sur des chiffres d'affaires peu significatifs, qui sont en centaines de milliers. Le jour où on signera avec des grands groupes, où l'offre va se diffuser. Elle va se diffuser, parce que les tests sont concluants, l'offre se diffuse, mais il y a des cycles d'adoption qui sont lents. Entre le test auprès des amis de la DRH et la généralisation du grand groupe, il s'écoule 2 ans. Parce qu'il faut que ça soit validé par différentes instances, les médecins, il faut que ça soit inscrit dans les budgets, qui se fait l'année d'après, et ensuite seulement, on généralise. Voilà. Et est-ce qu'en général, vos clients de 2023 sont recommencés à être clients en 2024? Est-ce qu'ils s'inscrivent en général, peut-être pas beaucoup de recul dessus, mais vous avez plutôt une fidélisation de vos clients qui permettent chaque année de pouvoir remettre une couche sur de nouveaux salariés ou est-ce que vos clients qui ont acheté une fois recommencent à acheter? Voilà. Oui, mais tout à fait. Les clients sont contents. Et franchement, les chiffres sont une bonne surprise. Donc, ils passent à l'acte. Par exemple, Allianz l'a pris il y a 2 ans. C'était parmi les premiers à l'avoir pris et ils l'ont repris là. Voilà. Donc, les clients, en général, le reprennent. Les salariés sont, et je le dis très sincèrement, hein, on a communiqué les chiffres, les salariés sont dithyrambiques. Pour plein de raisons. C'est une offre nouvelle qui est très utile. Ils n'ont plus de médecin. Ils sont très étonnés que leur entreprise propose ça. Voilà. On a quasiment pas de mécontentement. Parce qu'on nous dit toujours que ça peut être anxiogène. Les gens qui sont naturellement anxieux, ils sont pas obligés de le faire. C'est pas obligatoire. Et tous les gens qui l'ont fait, quand ils sont à haut risque, ils sont contents. Parce qu'effectivement, on l'a identifié tôt. Et quand ils sont à bas risque, ils sont contents aussi. Parce qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle. Mais tout le monde est plus ou moins à haut risque de quelque chose. Donc les salariés sont ravis de cette offre. Et après, ceux qui limitent la vitesse d'adoption, la récurrence, etc., c'est juste des questions financières. C'est pas un détail, mais effectivement, il faut que ça passe dans les budgets, etc. Mais s'il n'y avait que les salariés et la satisfaction client comme moteur, franchement, on aurait déjà des millions de personnes. On a communiqué les chiffres. Hein. 80% des salariés souhaitent ça. Enfin, c'est des pourcentages extrêmement élevés. Alors, combien a priori de tests en 2024, quoi, quel chiffre d'affaires en gros, et combien de tests en 2024, et puis votre potentiel ou votre trajectoire, votre vision à 2025, 2026, qu'est-ce qui serait pour vous crédible en termes de développement sur les prochaines années? Nous, on vise au moins une multiplication par 2 tous les ans. Voilà. Donc, on est sur des chiffres relativement faibles, mais là, on tient à peu près une multiplication par 2. Donc, je veux dire, c'est beaucoup et c'est peu. Je rappelle la parabole du jeu d'échecs. Voilà. Quand vous multipliez par 2 tous les ans, vous arrivez vite à des chiffres très importants. On a une masse salariale qui est assez faible au regard du chiffre d'affaires, quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 millions de masse salariale. Donc, en fait, on peut être au break-even assez vite. Voilà. C'est un petit catamaran. Dès qu'il y a un peu de souffle, ça décolle parce qu'on a des charges fixes qui sont faibles. Ça n'a rien à voir avec une société de biotech qui doit payer des techniques, etc. D'accord. Alors peut-être avant j'ai plusieurs questions là sur le cours de bourse. Peut-être juste pour reprendre une question que j'avais vu passer sur le rachat ou les partenariats. Est-ce que Predilife a vocation à être acheté? Est-ce que Predilife a vocation à faire des partenariats avec des gros acteurs de la santé? Comment vous voyez les choses? Oui, alors être acheté, non, moi c'est pas mon objectif à titre personnel. Moi j'ai 55 ans, je suis en bonne santé,
fait partie de mon travail que de le rester. Je ne souhaite pas vendre la société qui en est pour moi au début, là, après 20 ans de R&D, on en est au début de la distribution commerciale. Par contre, si ça n'est vendre l'ensemble de la société, on peut vendre des bouts d'actifs et faire des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques. Par exemple, on a un actif très important en matière de cancer du sein, je l'ai évoqué, donc notre test MammoRisk qui est utilisé normalement dans une situation de monopole à destination de toutes les européennes. C'est un test que l'on peut distribuer nous-mêmes en allant voir les instances nationales pour des remboursements de ce test. On peut aller voir les différents pays, ça se fait au niveau national, donc vous avez 27 pays en Europe, 27 procédures, on peut le faire nous-mêmes. C'est certainement plus intéressant, mais ça ne génère pas de cash tout de suite. On peut aussi faire un partenariat avec un labo pharmaceutique qui, lui, est habitué à dealer avec toutes ces instances. Donc ça, c'est possible. C'est difficile d'appréhender le timing, parce que l'étude clinique va durer encore 4 ans, elle est en étude de phase 3, les inclusions sont finies, donc il n'y a plus de risque. Donc on pourrait aujourd'hui avoir un deal avec un labo pharma, mais tout le monde est un peu dans le court terme. Dans 4 ans, c'est encore long, même pour une institution comme un labo pharma. Donc, ouvert à discussion. Moi, j'ai été contacté par des labos, ça avance. Donc, il est parfaitement possible que dans les mois qui viennent, les années qui viennent, on fasse un deal avec un labo pharma, effectivement, pour licencier, donc en ayant un upfront, un actif qui vaut quand même beaucoup d'argent. Enfin, on l'a fait évaluer, on peut peut-être y revenir, on l'a fait évaluer par des personnes compétentes qui ont un tas de titres, et ça a été évalué 200 millions, ce qui est à peu près 8 fois la capitalisation de la société aujourd'hui. Donc on a vraiment un actif important qu'on peut licencier. Donc quand vous faites référence à la valorisation, au potentiel de 200 millions, je vais essayer de mettre ça en relation avec des questions de certains clients qui ont dit effectivement que tout début mai, il y avait effectivement un objectif de cours qui avait été annoncé par un cabinet. Effectivement, le cours avait fortement réagi, monté très fortement, puis s'est reconsolidé. Quelle est votre vision de ce mouvement très fort de marché sur ce qui s'est passé début mai? On a plusieurs clients qui ont été un petit peu presque bousculés, je dirais, sur ce sujet-là. Oui, donc on a communiqué l'analyse de valorisation d'Inextinso qui valorisait la société à peu près à 100 millions. On a communiqué 2 valorisations. Il y en a une à 200 millions sur l'actif MammoRisk qui a été communiquée suite à l'évaluation faite par une experte auprès de la Cour d'appel de Paris et d'Orléans en évaluation. Donc, c'était 200 millions, mais il n'y avait pas la division par action. Donc on ne savait pas si c'était beaucoup ou peu. 200 millions, c'est beaucoup et c'est peu. Quelques semaines plus tard, on a communiqué la valorisation faite par Inextinso, qui a raccourci les horizons de temps, donc qui est arrivé à une valorisation inférieure, plutôt de 100 millions, mais qui a fait la division par le nombre d'actions. Et avec ça, on arrive à 25 € par action. Donc on a relayé ces chiffres. À l'époque, l'action était entre 4 et 5. Et donc ça faisait un potentiel de hausse de quasiment 400%. Donc on a relayé cette note, et un matin, après l'avoir relayé, beaucoup d'ordres d'achat se sont accumulés sur le marché. Et donc le 2 mai, il y avait une centaine d'ordres d'achat au marché, et donc la cotation n'a pas été possible le matin. Donc ce qui se passe, parce que moi j'ai constaté le phénomène, j'étais dans mon écran comme d'autres, et donc l'action étant à 5 à la clôture du jour précédent, il y avait une plage de cotation entre 4 et 6. Et puis comme il y avait un décalage entre les offres et les ventes qui étaient trop faibles, la plage de cotation a été augmentée toutes les demi-heures. Et donc c'est passé de 6 à 8, etc. Et puis donc moi je l'ai vu monter, comme ça. J'ai vu les ordres d'achat s'accumuler, puis j'ai vu la plage monter. Et à midi et demi, la plage de cotation était entre 23 et 30 €, un truc comme ça. Avec un cours d'ouverture qui était affiché par Euronext à 28. Bon, là je me suis dit, c'est trop. On a un objectif de cours de 25, un objectif de cotation à 28, c'est trop. Et donc là, j'ai mis un ordre de vente de mes actions à moi sur le marché pour équilibrer l'offre et la demande. Et donc là, j'ai mis un ordre à 24, et donc l'offre et la demande se sont équilibrées, et la cotation a pu être réalisée donc vers 13 h à peu près. Et donc voilà, le cours a été à 24. Et donc il y a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là, et puis après, ça s'est ajusté
c'est tombé à 15 et après c'est tombé à 7. Voilà. Alors pourquoi c'est tombé à 7 alors que l'objectif c'est à 25? Je ne sais pas. Il y a des gens qui vendent à 7. À mon avis, ils ont tort. Mais voilà ce qui s'est passé d'un point de vue, je dirais, presque extérieur. Moi, j'ai pas d'informations supplémentaires par rapport aux autres. Euronext ne nous a pas contactés, l'AMF non plus. Enfin, voilà, il y a eu des mécanismes de marché classiques, et des mécanismes de cotation mis en œuvre par Euronext qui ont fonctionné ce jour-là, et finalement la cotation est bien revenue. C'est vrai que c'est important sur les sociétés cotées sur les petites sociétés entre guillemets, en tout cas cotées sur Euronext Group, de passer des ordres à court limité pour maîtriser ces prix d'achat ou ces prix de vente. Effectivement, des ordres au marché sur des petites sociétés peuvent être assez peuvent entraîner des surprises parce que l'ordre est prioritaire et donc se fera quoi qu'il arrive, et il suffit qu'il y ait peu de répondants en face pour que vite ça monte et vite que ça baisse. Je vais essayer de prendre quelques questions supplémentaires. Donc effectivement, il y a et donc effectivement, donc après post cette opération un peu perturbante du 2 mai, bon, on a retrouvé des niveaux un peu plus classiques. Alors j'en profite pour prendre plusieurs questions aussi. Alors, on revient un petit peu sur des éléments d'offres. Hein. Est-ce que vous avez des grands groupes qui envisagent de s'abonner aux tests prédictifs pour en faire bénéficier leurs salariés? Mais oui, c'est l'idée. Hein. On est en discussion avec des grands groupes, effectivement, pour avoir un suivi au long cours avec des formules d'abonnement, de suivi dans le temps de leurs salariés. Parce que la prévention, c'est quelque chose qui dure des années. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un rappel avec des médecins tous les ans. Et au point de vue financier, du coup, avoir des revenus récurrents pour nous. D'accord. Il y avait aussi, alors c'est vrai qu'on s'était vu l'année dernière, on avait fait un webinaire ensemble d'ailleurs, à un moment d'une émission d'obligations Océane, donc c'est des obligations convertibles, où on pouvait les convertir avec un objectif en action en fait. Est-ce que vous pouvez redire à ceux qui ont souscrit il y a un an et qui ont peut-être un peu oublié le comment, le pourquoi, où est-ce qu'ils en sont, s'ils ont quelque chose à faire ou pas sur ce qu'ils ont pu souscrire sur ces émissions de l'année dernière ou d'avant d'ailleurs, parce qu'il y en avait eu plusieurs. Oui, alors on a proposé donc des Océanes, des obligations donc, dont la valeur croît chaque année à 7%, 8% avec un versement in fine, et une possibilité de conversion au cours de la durée de l'obligation à certains moments. Donc ceux qui ont acheté les obligations au mois de décembre dernier, ils peuvent convertir à 7 € au mois de novembre cette année. Donc voilà, l'action en gros est à 7 € là. Donc ils peuvent convertir à peu près au prix du marché. Donc si l'action remonte au-delà de 7, évidemment, ils peuvent encaisser la plus-value. Ils peuvent aussi convertir à 7 sans avoir de différentiel entre le prix de marché et le prix de conversion. Il y a un avantage fiscal qui est de 18% si vous convertissez à 7 €. On est une société cotée qui, néanmoins, est éligible à ces dispositifs de réduction d'impôt Madelin. En général, si vous voulez souscrire avec ces dispositifs fiscaux, il faut des petites sociétés qui ne sont pas cotées. Donc là, on est dans une gamme entre deux eaux et on est éligible à ces dispositifs. Donc voilà, donc les gens peuvent sortir, ils peuvent convertir au mois de novembre avec cette réduction d'impôt. Et s'ils veulent en bénéficier, il faut qu'ils gardent les actions pendant 5 ans. Voilà. Ils peuvent revendre tout de suite s'il y a un différentiel, ou ils peuvent garder. Voilà. Ce qui est possible. Donc si l'action est à 10 € ou 12 € ou 15 € au mois de novembre, là, comment on fait concrètement? J'ai des actions Predilife, j'ai acheté des obligations Predilife, on est au mois de novembre, le cours est à 12 €, 15 €. Comment je fais concrètement? Ils nous contactent. Normalement, on a un lien avec toutes les personnes qui ont souscrit. On a près de 200 personnes qui ont souscrit. Elles ont ouvert un compte au nominatif pur chez KCIS, qui sera baptisé Uptevia, qui est une filiale du Crédit Agricole. Et donc, c'est eux qui vont opérer la conversion de l'obligation en action. Donc, soit ils nous contactent, soit ils contactent KCIS, Uptevia. D'accord. Autre question, avez-vous encore besoin de continuer à vous financer? Est-ce qu'une nouvelle émission d'obligations est planifiée? Oui, on a toujours besoin de se financer. La santé, en général, est un secteur où on dépense de l'argent pendant
assez longtemps, et même des grands laboratoires doivent le faire pendant 10 ans, 15 ans. On n'est pas dans une situation particulière. Et après, une fois que vous avez tous les agréments, c'est remboursé, ben là, effectivement, il n'y a plus que du cash. Il n'y a plus que du bonheur, comme disent les jeunes. Donc là, effectivement, on a encore besoin de se financer. On a un produit qui a trouvé son marché, qui, à mon avis, est un bon deal pour les souscripteurs, parce qu'ils peuvent avoir une obligation qui monte tranquillement, et si l'action flambe, et c'est arrivé il y a 3 semaines, ils peuvent convertir et bénéficier de l'upside de l'action. Donc je pense que c'est un bon deal pour les souscripteurs. C'est aussi un bon deal pour nous, parce qu'on fait des émissions à 7-8%. C'est un taux qui peut paraître élevé, mais nous, dans les modèles d'actualisation, de valorisation de la société, les taux qui sont pris sont à 16 ou 18%. Ça veut dire que notre actif se valorise tranquillement chaque année, mettons à 16%. Si on a des obligations à 8, c'est rentable pour nous et c'est rentable pour les souscripteurs. Donc on va certainement reproposer ces schémas dans les ultérieurement. D'accord. Alors, je regarde les questions. Je crois qu'on a à peu près couvert l'essentiel des questions par vos réponses assez larges et claires, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous aviez des messages supplémentaires ou des choses particulières à rajouter par rapport à notre échange. Non, moi je peux dire que c'est, en résumé, je crois, et chacun peut vérifier, c'est un domaine intéressant. Chacun peut vérifier l'intérêt médical, l'intérêt pour le client de ce qu'on propose. Il suffit d'aller chez son médecin, on se rend compte effectivement il n'avait pas anticipé les maladies qui peuvent arriver. Donc il y a un intérêt médical, il y a un intérêt économique, parce que ce que l'on propose va concerner tout le monde. Anticiper les maladies, ça va se généraliser. C'est pas fait aujourd'hui. Il y a un gain gigantesque pour la collectivité. Donc il y a un intérêt économique et évidemment il y a un intérêt financier. Donc je crois que pour ceux qui sont intéressés par cette aventure intellectuelle, médicale, financière, je crois que c'est une entreprise qui est relativement peu risquée. Ça fait 20 ans qu'on existe, on a des dépenses finalement assez faibles, on est dans la matière grise, l'IA, ou le data mining, etc. C'est relativement peu risqué, on n'a pas de traitement invasif, et les possibilités de valorisation sont gigantesques. C'est-à-dire que si on touche, aujourd'hui on a touché 30 000 personnes, mais c'est plus difficile de passer de 0 à 30 000 que de 30 000 à 30 millions, je pense. Si on touche 30 millions de personnes, c'est une société qui vaudra des milliards. C'est possible aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est possible. Des secteurs, des sociétés dans lesquelles vous pouvez faire x100, vous n'en avez pas beaucoup, pour un risque de perte qui, à mon avis, est mesuré. Et je l'ai déjà dit dans d'autres webinaires, moi j'ai mis beaucoup d'argent dans cette société, donc je peux le dire les yeux dans les yeux à des souscripteurs. Voilà, je crois que c'est simple, pas beaucoup de risques, un upside très important, une aventure assez intéressante au plan médical, a good action and a good deal. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle que cette action, elle est bien sûr éligible au PEA, aussi au PEA-PME, aussi bien sûr l'acheter avec un compte titre d'ailleurs, que bien sûr quand vous êtes sur EasyBourse, vous avez une fiche valeur qui explique, qui rappelle votre actualité, votre activité. Ce webinaire sera aussi mis en ligne sur le site EasyBourse. On fera un petit résumé de cet échange-là pour que ce soit encore plus facile pour s'approprier notre échange. Et donc, je tiens à remercier tous les participants pour leur présence, et surtout vous, Stéphane. Merci aussi d'être venu expliquer tout ceci. Merci de votre intérêt. Bonne journée.